Alors donc mon propos aujourd'hui va être assez simple. Vous avez ici une vue d'un des sites dont je vais vous parler aujourd'hui, donc Passargade. Et je vais essayer de vous détailler un peu comment on est arrivé de ça, le site dans son état actuel. Oui, il faut que je montre avec la flèche, pardon. De ça, donc le site dans son état actuel, à cette restitution qu'on a produit il y a quelques années du site de Passargade. Et donc je vais essayer de vous détailler un petit peu les différentes étapes de la recherche sur le terrain qui nous a permis d'arriver à cette restitution que vous voyez en bas à gauche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et en préparant ce PowerPoint, c'est vrai que pour un archéologue de terrain comme moi, travailler sur cette question des jardins, enfin, une conférence sur cette question des jardins et des paradis perses, c'est se confronter à plusieurs imaginaires, en fait. Un premier, c'est un imaginaire persan qui est du jardin persan, donc côté, on va dire, des mondes iraniens, qui fait remonter l'origine du jardin persan. Je pense que vous en avez tous une idée qu'on appelle le Arbar, c'est-à-dire le quatre jardins, c'est-à-dire ces jardins géométriques qu'on connaît. Par exemple, si vous avez visité Isfahan, il y a une restitution ici par Jean-Claude Golvin, Isfahan qui est donc la grande capitale de la dynastie safavide, donc bien longtemps après les Achéménides dont je vais vous entretenir ensuite. Donc, qui était vraiment l'archétype de la ville jardin, qui est vraiment l'archétype de la ville jardin à la persane, et dans laquelle, si vous la visitez aujourd'hui, si vous avez cette chance, vous pouvez voir énormément de très beaux jardins persans. Et pour illustrer aussi cette filiation directe qui est faite dans l'esprit des Iraniens au sens large entre les paradis achéménides et ce jardin persan médiéval, je vous ai mis la première page du dossier de classement à l'UNESCO des jardins persans qui ont été classés en 2011. Et vous voyez que, voilà, ici, bon, je vais largement vous en entretenir, mais vous avez le jardin de Passargade qui est inclus dans ces jardins, et ensuite l'ensemble de ces jardins qui ont été classés, qui eux datent tous du 16e jusqu'au 19e, en fait. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a cette filiation directe à travers les millénaires du jardin persan dans l'esprit des Iraniens. Un autre imaginaire est côté de chez nous, dans l'Occident maintenant, c'est voilà, le paradis perse qui, étymologiquement, mais aussi symboliquement, a directement donné le paradis de la Bible, ou les paradis, le paradis terrestre ou le paradis céleste. Et donc, en fait, étymologiquement, paradis vient d'une ancienne racine iranienne, de l'avestique, une des premières langues iraniennes, paradis Aïsa, qui est passée dans les langues orientales, vieux perse, babylonien, élamite, par Tétache. Je reviendrai plus largement sur cette notion, sur ce mot de Parthétache par la suite en vous parlant de Persépolis, et qui a été transcrit en grec et en latin sous la forme de Paradeisos ou Paradisos. Et donc les premières occurrences en grec de Paradeisos, il y en a énormément. En fait, ces paradis perses ont énormément fait couler d'encre, je dirais, chez les auteurs classiques, c'est par Xénophon qui en fait grand cas dans plusieurs œuvres, dont les économiques. Je vous ai juste mis, en fait, ça pourrait faire une conférence, et moi je suis pas spécialiste des textes, mais voilà, je vous ai mis juste une conférence. Donc, le grand roi, Achéménide, Perse, passe la plus grande partie de son temps dans les paradis remplis de tout ce que la terre a coutume de produire de beau et de bon. Alors ça aussi, je vais en parler un peu plus par la suite, mais la traduction qu'on fait de Paris d'Aïda, par Dessous, par Tétache dans les textes épigraphiques des langues orientales, c'est toujours jardin, domaine, et c'est toujours dans des contextes très administratifs, voilà, dans des archives administratives. Et c'est vrai que c'est à partir des textes grecs qui, eux, relatant, souvent parlant énormément plutôt d'ailleurs des paradis d'Anatolie, ont été frappés par la luxuriance de Cherdin, ont perçu que c'était des domaines, des paradis qui étaient toujours liés au pouvoir royal ou provincial, satrapique,
et on en a ensuite gardé, pour aller jusqu'au paradis, cet aspect très symbolique en fait de luxuriance et du paradis. Donc voilà, donc vous avez cette droite ligne aussi, et c'est aussi dans cet imaginaire-là qu'on a vu. Alors, je vous ai mis un extrait de mon directeur de thèse, d'un article de mon directeur de thèse, Rémi Boucharla, qui lui aussi est archéologue, et avait écrit un article justement sur on peut réussir à faire dialoguer toutes ces interprétations du paradis à travers les différents textes et les âges et la réalité archéologique. Et c'est vrai qu'il arrive à une conclusion, on va dire, que l'archéologue retiendra de toutes ces attestations, que ce soit dans les textes classiques ou dans les archives administratives orientales, l'archéologue retiendra seulement la notion d'espace aménagé qui doit disposer de ressources en eau. Vous voyez, c'est très très large et c'est un peu notre base de départ pour travailler sur le terrain. Et donc, il avait fait toute une synthèse aussi des différentes traductions, acceptations du terme dans tous ces textes. Donc, ça pouvait être en même temps ou séparément des jardins d'agrément, organisation géométrique, des jardins de rapport, des vergers, des parcs animaliers, etc. Le etc., il y a encore pas mal de. Par exemple, par dessous en babylonien et traduit par jardin clos, vous voyez, enfin voilà, bref. Donc, en fait, derrière ce terme se cache probablement sur le terrain une réalité, il y a une vraie polysémie de ce terme de paradis à travers les âges. Donc, avant de vous présenter les cas des jardins ou des paradis, je vais peut-être plutôt employer jardin et domaine, vous allez voir par la suite, je vais abandonner un peu paradis. Des jardins à Passargade et à Persépolis. Quelques mots sur le cadre historico-géographique. Donc, Passargade et Persépolis se situent ici, dans l'ancienne province de Perse, et la Perse, qui est la région d'origine des grands rois achéménides, qui ont conquis un très très vaste empire entre le 6e et le 4e, qui s'étirait sur trois continents, depuis l'Indus, hein, le Pakistan actuel, jusqu'à la Cyrénaïque, ici, depuis le Caucase jusqu'à la vallée de l'Égypte, la vallée du Nil, pardon, du nord au sud. Vous voyez que cet espace impérial était organisé en provinces et tous les noms de régions que vous avez en rouge, chaque province était dotée d'une capitale, donc province ou satrapie, et qu'on nomme aussi satrapie. Chaque province était dotée d'une capitale de satrapie que vous avez ici en noir. Je ne vais pas vous les détailler. Mais vous voyez que sur cette carte très bien faite de mes collègues Damien Agut et Martin Sauvage, il y a 5 sites qui se distinguent et qui sont désignés sous le terme de résidence royale: Ecbatane, Suse, Babylone, Passargade et Persépolis. C'est-à-dire que c'est des villes qui avaient un statut spécifique, c'était aussi des hauts lieux achéménides, des hauts lieux dynastiques où les grands rois résidaient très souvent. Il n'y a pas de capitale, il n'y a pas une capitale achéménide, il y en a plusieurs. Elles se centrent sur, vous voyez, Babylone, entre Babylone, Ecbatane, Suse, Persépolis et Passargade. Et normalement, et le roi, avec sa cour, qu'on dit être nombreuse de plus de 10 000 personnes, circulait au sein de son empire entre ces différentes résidences royales qui sont aussi les grands centres économiques de l'empire. Alors en fait, on pourrait rajouter d'autres points verts, hein, parce que Sardes est également très souvent visité par, qui est le grand centre économique d'Anatolie, également très souvent visité, ou Memphis aussi, qui sont aussi des grands centres. Bon, les textes et les attestations historiques nous disent que vraiment, c'est les 5 grands centres de l'Empire. Passargade et Persépolis sur une carte physique actuelle de l'Iran. Donc, deux sites très proches, hein, ils sont situés à 50 km l'un de l'autre. Ils ont été, ah oui, je ne vous l'ai pas dit à la diapositive d'avant, ils ont été fondés au tout début de l'Empire par le premier grand empereur de l'Empire achéménide, Cyrus, pour Passargade. Et Persépolis, donc aux alentours de 550, Persépolis aux alentours de 520 par Darius, son deuxième successeur. Il y a eu Cambyse et
Darius ensuite. Donc, situé dans la province du Fars, les limites de la province du Fars, ça correspond à peu près à la Perse ancienne. On a du mal à mettre des frontières et des limites à toutes ces provinces. Vous l'avez vu sur la carte d'avant, les collègues ne l'ont pas fait. Mais en gros, ça correspond à cette province de la Perse, cette province actuelle du Fars. Une région, vous voyez, montagneuse, c'est la partie sud-est de la chaîne du Zagros qui va partir jusqu'à la Turquie et jusqu'à l'Arménie pour rejoindre le Caucase. Donc voilà, cette chaîne du Zagros qui sépare les hauts plateaux iraniens, ici, de la grande plaine mésopotamienne, ici à l'ouest. Donc deux sites situés dans une région montagneuse, dont qui ont été fouillés depuis à peu près les années 30 et dont je dirais on sait beaucoup, mais assez peu aussi finalement. C'est-à-dire que je vous mets ici les résultats et souvent, si vous regardez des synthèses ou des encyclopédies sur l'archéologie de l'Orient, vous allez retrouver ces deux cartes quand on vous parle de Pasargade et de Persépolis qui ont été établies par les fouilleurs des sites. Ici à gauche, donc, la carte de Pasargade et à droite, la carte de Persépolis. Et vous voyez que c'est des cartes qui se limitent essentiellement à, au reste, aux vestiges de constructions monumentales royales qui ont été retrouvées, préservées et en partie fouillées ou étudiées sur ces deux sites. Ici, à Persépolis, vous avez cette fameuse terrasse de Persépolis, il y en aura d'autres photos par la suite, qui rassemble un ensemble de palais, de bâtiments à colonnes, sur une grande terrasse de 12 hectares. Ici, vous avez un plan un peu différent à Passariade, avec des bâtiments à colonnes, toujours, hein, qui est vraiment, d'un point de vue architectural, très iconique, on va dire, pour la période achéménide, ou très caractéristique de l'architecture royale achéménide, répartie sur une grande surface. Je reviendrai sur ce point par la suite. Donc on en sait beaucoup par ces fouilles, par, on va dire, des monuments d'ampleur qui ont été mis au jour, mais finalement on en connaît assez peu sur le reste de la ville. Ça a été des fouilles qui se sont restées concentrées vraiment sur les bâtiments, le bâti monumental des villes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la fonction de ces villes, le rôle de ces villes? Justement, je vous en ai parlé déjà quand je vous ai présenté l'Empire achéménide. Donc, c'est des résidences royales dotées de palais, probablement des palais d'audience, de rassemblement, quand le roi était présent, hein, à Pasargade ou à Persépolis. Il était normalement plus souvent présent à Persépolis qu'à Pasargade, a priori. Pasargade reste un lieu comme un lieu symbolique, hein, pour tous les grands rois achéménides. C'est probablement là où ils vont se faire couronner au début de leur règne, parce que c'est le site du fondateur de l'Empire, Cyrus, hein. Persépolis, là, je vous ai mis une photo, vous voyez, de la terrasse en son ensemble. Donc, des résidences royales dotées de palais, mais aussi des centres dynastiques, j'ai oublié un S, je suis désolé, des centres dynastiques achéménides, c'est-à-dire que c'est aussi les sites où les grands rois achéménides vont se faire inhumer. Donc ici, vous avez la tombe de Cyrus à Pasargade et la nécropole royale de Narché-Rustam, qui est située à 6 km de la terrasse de Persépolis, qui rassemble ces grandes tombes rupestres, aussi assez connues, hein, de l'ensemble des rois achéménides à partir de Darius. Donc on sait, d'après les textes de Persépolis, dont je vais vous parler, mais aussi d'après aussi les textes classiques gréco-latins, que des rites étaient régulièrement donnés en l'hommage, en la mémoire des grands rois achéménides. Voilà. Donc c'était aussi des grands lieux dynastiques avec des cérémonies dynastiques régulièrement organisées. Mais aussi, et là, je vous ai mis Pasargade et Persépolis sur une image satellite actuelle de la région, donc vous voyez deux sites très proches. Donc, dans un environnement montagneux, assez aride, c'est ce qu'on peut voir ici, hein, vous voyez, toutes ces montagnes marron, voilà, déforestées. Et
au milieu de ces montagnes, vous voyez ces grandes plaines vertes, hein, intensément cultivées actuellement, dans lesquelles, au milieu desquelles se sont installés Pasargade et Persépolis. Et ça, c'est un aspect qu'on a beaucoup plus de mal à appréhender avec l'archéologie, c'est que Pasargade et Persépolis sont aussi au centre de territoires fertiles, mis, qui vont être, comment dire, qui vont être cultivés, exploités aussi pour faire marcher l'économie de la province, c'est-à-dire que Persépolis et Pasargade sont aussi des grands centres économiques, les capitales de la satrapie de Perse, une des provinces de l'Empire. Voilà. Et donc en charge de la mise en valeur du territoire et de son exploitation. Et ça, c'est quelque chose que les fouilles qui ont eu lieu jusqu'à la révolution iranienne, jusqu'aux années 80 sur ces deux sites, nous ont assez peu révélé puisqu'elles se sont concentrées sur le monumental. Donc la complexité des sites restait encore à révéler, en particulier, je vais vous dire, sur les jardins et l'organisation de ces sites. Donc, je vais commencer par un aperçu des recherches archéologiques à Passargade qui ont débuté en 1999 sous la direction de Rémi Boucharlin et que j'ai repris avec un collègue iranien en 2015 pour Mohammad Madrani, qui est professeur à l'université de Cheikh Bezdi de Téhéran. Je reviens sur cette carte que je vous ai déjà montrée, cette carte de David Stronach, qui a été le principal fouilleur, un archéologue anglais qui a fouillé le site pendant 5 à 6 campagnes au cours des années 1960 et qui a publié cette carte largement reprise de Passargade. Et vous voyez toute la problématique archéologique qu'il y a derrière cette carte, c'est que qu'est-ce qui domine en fait cette carte? C'est le vide. Voilà, c'est vrai que elle est très blanche cette carte. Et donc, ben, vraiment très simplement, on a cherché par l'archéologie à compléter cette carte et à compléter notre connaissance de l'organisation, hein, de l'occupation de ce site de Passargade. Là, je l'ai rempli un petit peu quand même pour vous donner un peu de corps à cette carte, voilà, avec les photos de différents monuments qui sont distribués sur ce site. Et David Stronach avait bien vu, on le voit aussi sur la carte, hein, pas besoin de l'analyser beaucoup, avait bien détecté la place centrale du jardin, vous voyez ici, garden, hein, du jardin de Passargade que l'on connaît, fait exceptionnel, dont on connaît le plan parce que ont été mis au jour au sud-est du Palais P, que vous envoyez un doute ici, au sud-est de ce bâtiment à colonnes, des canaux en pierre, vous voyez, un réseau de canaux en pierre, scandés de petits bassins tous les 20 mètres à peu près. Vous avez ici une photo, je ne sais pas si vous voyez très bien, parce qu'elle est juste sur le raccord des tableaux. Vous avez ici une photo sous la neige, là. Alors, j'ai mis une photo sous la neige pour vous rappeler le caractère montagnard. On est à 1900 mètres, hein, quand même, de cette zone. Donc voilà, des canaux en pierre construits avec des petits bassins, probablement pour puiser de l'eau, pour aller arroser les plantes autour. Voilà. Et donc un jardin vraiment qui se trouve exactement au centre de l'organisation du site et qui fait à peu près 4,5 hectares. Hop, voilà. Un jardin dont vous avez une proposition donc un jardin qui a été fouillé d'abord par un archéologue iranien dans les années 50 et puis dont le plan a été complété par David Stronach au fil de ses campagnes. Entre autres, il a ajouté au plan du jardin diverses sections de canaux et là, il a pu détecter aussi la présence de deux petits pavillons. Vous voyez ici à l'intérieur du jardin en très mauvais état de conservation. Vous le voyez ici sur cette photo, il y avait juste le niveau de fondation qui était encore préservé. Et donc, une restitution de ce jardin où vous voyez bien que tous les bâtiments vont s'organiser autour, que c'est le jardin qui est l'élément central quelque part de ce contexte monumental en fait. C'est vraiment lui le centre. On le voit très bien avec ce palais. Vous voyez ici le palais P, donc qui a une salle centrale à colonnes et qui a un très long portique débordant
du côté du jardin. Donc, quelque part, je dirais que c'est le palais a été construit en fonction du jardin et non l'inverse, c'est-à-dire ce portique débordant qui probablement permettait de s'abriter, d'admirer le jardin, voilà, et qui était donc au centre. On accédait à ce jardin, je vais revenir à la carte d'avant, on accédait au jardin par une porte monumentale, ici la porte R, vous voyez, qui passait au-dessus d'un pont, je reviendrai sur ce pont, qui enjambait une petite rivière, on en reparlera, qui passait autour du palais. Voilà. Donc il y avait aussi tout un dispositif, un cheminement pour arriver au jardin. Donc voilà, donc vraiment le jardin au centre du projet monumental de Passargane. Et alors, pour vous dire, donc, vous voyez sur ces données, donc on a un jardin géométrique de plan orthogonal avec deux réseaux de canaux concentriques, imbriqués les uns dans les autres. Et alors, dans un article de 1990, David Stronach a proposé de peut-être restituer à partir des quelques données archéologiques qu'on avait là, on est passé à ce plan-là du jardin de Passargane, et donc là, vous voyez une partition du jardin en quatre, et c'est devenu, à cause ou grâce à David Stronach, le premier modèle de Charbar, le 4 jardins. Vous le retrouvez ici, vous voyez, le jardin divisé en quatre. Et depuis 1990, maintenant, c'est complètement repris et accepté. Donc aussi dans le dossier UNESCO, vous vous souvenez que je vous ai montré. C'est-à-dire que ce jardin de Passargade est le prototype du Chahar persan jusqu'à l'époque moderne. Alors que c'était uniquement une hypothèse de David Stronach, mais bon, c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez voir, on a travaillé, c'était voir si effectivement on pouvait détecter cette partition en quatre par des investigations archéologiques sur le terrain. Alors, en tant qu'archéologue, pour la recherche archéologique, le site de Passargade va présenter quelques défis qui sont résumés sur cette image. C'est-à-dire que, bah, d'une part, c'est un site, vous l'avez vu peut-être avec les échelles qu'il y avait sur les plans que je vous ai déjà montrés de Passargane. Là, je vous l'ai remis sur une image satellite actuelle. C'est un site qui s'étire, on va dire, au minimum sur 6 km². Donc, vous concevez bien que 6 km² pour un archéologue, c'est impossible à fouiller dans son intégralité. Donc, ça, c'est le premier défi à relever. Et le deuxième défi, vous le voyez dans son environnement actuel. Vous voyez que le site est entouré de champs intensivement cultivés actuellement. Le site lui-même entouré en rouge, ce sont les contours du site tels que protégés et inscrits à l'UNESCO. C'est aussi un site inscrit à l'UNESCO, donc qui actuellement n'est plus touché, mais qui quand même a été cultivé jusque dans les années 70. Et alors, il n'y a pas pire ennemi de l'archéologue que les tracteurs, partout dans le monde, qui détruisent petit à petit les vestiges qui sont préservés dans le sous-sol, d'autant plus que là, on se situe dans une région où on construit majoritairement, même si je vous ai montré pour l'instant des photos de construction en pierre, on construit majoritairement en briques crues. Donc la brique crue, c'est très fragile et il suffit d'un coup de tracteur pour que tout disparaisse. Et vous allez voir que ça va aussi être un défi, c'est-à-dire qu'on va retrouver vraiment des traces, très peu de choses quand même en termes de données archéologiques sur l'occupation ancienne de Passargade. Alors pour relever ces différents défis et essayer de relever les dernières traces de cette occupation achéménide, d'une part, on va utiliser plusieurs méthodes pour essayer de coupler les données, de croiser les données, et aussi on va on s'est concentré sur d'abord un travail de cartographie des vestiges archéologiques et en particulier avec, j'étais archéologiste-géophysicien de formation avant de devenir spécialiste de l'archéologie de l'Empire achéménide. Voilà, donc beaucoup de prospection géophysique qui, globalement, donc là vous voyez avec ce collègue iranien, d'ailleurs le co-directeur de la mission à Passargane, qui est en train d'utiliser un magnétomètre qui permet de mesurer les variations des propriétés magnétiques
du sol. Très simplement, un mur, un fossé, toute installation humaine va avoir des propriétés magnétiques différentes du sol naturel et on va pouvoir comme ça les détecter par des mesures, par de la cartographie. Je vais vous montrer ensuite par la suite. Et ensuite aussi l'utilisation du drone, de la topographie et aussi à différentes échelles, études du mobilier de surface pour arriver enfin, une fois qu'on a cartographié les choses et compris et mis dans leur contexte, à des fouilles ou des sondages qui peut-être, c'est des fois l'inverse qui est fait. On va d'abord fouiller et essayer de comprendre ce qui se passe autour. Nous, on a fait l'inverse. On a d'abord essayé de contextualiser, de mieux documenter à large échelle le site pour arriver sur des sondages de vérification de ce qu'on pouvait voir sur les différents documents et cartes produites. Donc voilà, donc cette prospection géophysique, c'est ce que vous voyez en gris sur cette image satellite, superposée à l'image satellite du site. C'est donc une carte des propriétés magnétiques du sol qui nous permet d'avoir des données et sur l'archéologie, mais aussi sur l'environnement ancien et entre autres l'hydrographie du site. Je vais y revenir par la suite. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une cartographie sur 120 hectares à peu près, faite en 9 campagnes de prospection, donc pas mal de kilomètres. C'est-à-dire que pour faire cette carte, on a fait une ligne tous les mètres sur 130 hectares à peu près pour mesurer tous les mètres ces propriétés géophysiques avec une forte densité et arriver à avoir une bonne résolution sur la morphologie des restes préservés dans le sous-sol. Donc c'est une carte très très riche sur laquelle je pourrais parler plusieurs heures, mais je vais me concentrer sur le jardin royal. Vous voyez là, il n'y a pas besoin d'être géophysicien, on voit très très bien, on retrouve très très bien nos canaux en pierre là qui produisent des. Bon, alors on parle d'anomalies en géophysique, un signal si vous voulez, mais des anomalies magnétiques, donc des anomalies c'est-à-dire par rapport au sol naturel autour. Vous voyez, on retrouve nos canaux en pierre qui répondent très très bien. En ce qui concerne donc le jardin ou les aménagements paysagers, si vous voulez, à Passargade, très tôt, on s'est aperçu en prospectant, vous voyez, c'est le Palais P là dont je vous ai parlé. Vous retrouvez ici le jardin avec ses canaux en pierre. Donc, on avait prospecté assez vite dans les premières campagnes au nord-est du Palais P. Et très vite, on a pu détecter alors, que je vous parle des résultats archéologiques, vous voyez toutes ces lignes qui sont ici, c'est les lignes des labours. Justement, je vous ai parlé des tracteurs et qui nous ont tout détruit. Vous voyez que ces lignes de labour, on les voit très très bien en géophysique. Vous avez aussi des canaux récents qui sont venus couper tout ça. Et vous voyez un peu les stigmates de l'exploitation agricole hein, qui a petit à petit arasé les vestiges. Mais cela dit, on a quand même pu mettre en évidence, vous voyez, c'est ce quadrillage de lignes qui sont probablement des fossés et qu'on a interprété comme le tracé d'un parcellaire ancien et dont l'orientation est parfaitement parallèle aux canaux du jardin, donc très probablement de la même période. On voit aussi qu'ils sont connectés à un bâtiment. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce bâtiment. Il se présente sous la forme du reste d'une façade d'une tour isolée, ici à peu près à 200 mètres du Palais P. On a pu détecter grâce à la géophysique que cette tour apparemment isolée, hein, encore bien visible, vous voyez dans le paysage, était associée à un grand bâtiment rectangulaire dont le plan nous rappelle très fortement le plan d'un palais. Donc il y avait probablement aussi un complexe hein, monumental, tour plus palais. Et on voit aussi que ce palais là derrière, ce grand bâtiment rectangulaire, était connecté aussi des fossés comme ça, dans la même orientation que cela, et tout était connecté et pris dans un même parcellaire. On a continué à prospecter plus au nord-est. On retrouve ici, on retrouve ici, c'est ce que je viens de vous fossés qu'on a pu détecter ici. Et vous voyez que ce réseau de fossés se poursuit jusqu'à 300 mètres au nord-est, jusqu'au pied de la colline du Tolétarte, qui est dominée par cette grande terrasse, dont la construction remonte à l'époque de Darius, et tout le reste qui est au-dessus à des époques postérieures à l'époque achéménide. Mais ça, c'est un autre sujet.
Donc, vous voyez ce réseau de fossés qui dessine un parcellaire probablement connecté, en tout cas dans la même orientation que les restes du jardin, enfin que les canaux en pierre du Jardin Royal, et qui dessine la continuité sur plusieurs dizaines d'hectares au nord-est du Jardin Royal. Alors là, on n'a plus des canaux en pierre, mais des fossés. Alors des fossés d'irrigation, des fossés de drainage, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit se dessiner le plan d'un grand parc, en fait, au nord-est du Jardin Royal de Pasargade. Je vous ai mis voilà, un zoom sur la carte archéologique de Pasargade, où on a reporté toutes les informations qu'on a eues grâce à la géophysique, mais aussi au drone et à la topographie. Et vous voyez donc ces lignes rouges qui sont ce réseau de fossés qui intègre le complexe de la tour et qui est probablement connecté au Jardin Royal. Vous voyez ici, cette connexion, elle est évidente avec ces deux lignes bleues là que j'ai tracées en bleu parce que c'est très probablement, elles sont directement connectées ici à une extrémité des canaux en pierre et c'est probablement les canaux d'adduction, d'amener d'eau en fait aux canaux en pierre du jardin. Vous voyez qu'on n'arrive pas à les suivre plus loin que la zone de la tour et probablement que ces deux canaux avaient une origine différente pour avoir assuré. Peut-être que celui-là allait vers la rivière. Il y a une rivière ici qui passe à peu près 1 kilomètre et cet autre, on n'a pas trop d'idées. Mais il y avait peut-être ainsi le moyen d'avoir deux sources d'eau pour alimenter le jardin royal, d'où l'explication de ces deux canaux. Ils sont directement connectés aux canaux en pierre du jardin. Donc, vous voyez, se dessine déjà un beaucoup plus grand parc qui intègre les différents monuments de Pasargade. Maintenant, on va s'intéresser à la partie sud-est du jardin. Donc, vous retrouvez ici en bleu les canaux en pierre. Vous voyez ici, ici là, au sud-est du pavillon B, ça, on a pu le cartographier, vous les voyez ici, les cartographier assez nettement en géophysique. Il y a encore des canaux en pierre, donc le jardin royal, avec ses canaux en pierre, s'étendait probablement vers le sud en direction de cet autre grand bâtiment à colonne, le bâtiment F. Et ce qui a été frappant, la découverte qu'on a faite grâce à cette cartographie géophysique au sud-est, vous voyez, c'est ce grand aménagement trapézoïdal que vous voyez ici, qui fait 1,5 hectare et qu'on a interprété comme un bassin. Un bassin très probablement avec des bords, des margelles ou des bords, on va dire, construits en pierre. Alors ça, construit en pierre, ça, on le déduit aussi, ça, il n'y a pas besoin d'être géophysicien, vous voyez que c'est les mêmes anomalies que les canaux en pierre. Donc très probablement, ici, on a un bassin construit en pierre qui longe le jardin au sud-est, qui longe le palais S ici, je vais le montrer ici, c'est mieux, voilà, qui longe le palais S ici, et ensuite qui part vers, avec probablement un fossé ou un canal d'évacuation, hop, qui part ici vers le nord-est. Je vous ai parlé tout à l'heure du bâtiment d'accueil qu'on appelle porte air, gate air en anglais, voilà, qui est dans l'axe d'un pont, ce pont qui servait à enjamber ce bassin. Et donc, en première interprétation, ce bassin, aussi avec cette idée qu'on est dans un jardin royal, ornemental, symbolique, voilà. Je vous rappelle qu'on est dans une zone assez aride, montagneuse, voilà. Bon, bah, c'est toute la symbolique de l'eau, hein, voilà, un miroir d'eau, un bassin ornemental à Passargade, au sud-est du jardin, et en plus qui délimite, vous voyez assez bien, toute cette zone royale du jardin et des palais. Mais si on regarde cette carte, vous voyez serpenter ici vous voyez, des anomalies, je vais dire le mot, vous avez compris ce que c'est une anomalie. Vous voyez des anomalies comme ça serpenter. Ben ça nous fait tout de suite penser à des cours d'eau, hein, voilà, des méandres d'anciens cours d'eau que on a ici dessinés. Et ça correspond aussi sur le terrain, on le voit peut-être
pas trop bien, mais je vais remettre ici. Vous voyez une dépression là, qui est de 2-3 mètres. Voilà, on la voit assez bien dans le terrain. On la devine sur la topographie. Vous voyez cette dépression longitudinale là, voilà, qui est un ancien chenal connecté à la rivière, qui est à peu près à 1 kilomètre. Faut pas que je montre avec la main. Qui est à peu près à 1 kilomètre à l'est. Donc probablement aussi, il y avait un ancien bras de la rivière, hein, qui traversait le site de Passariade. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit que la partie amont du bassin est parfaitement superposée à cet ancien chenal encore visible dans la topographie actuelle de la rivière. Donc pour mieux comprendre, donc vous voyez qu'aussi ce bassin, il est dans un contexte, on va dire, environnemental ou hydrographique. Voilà. Pour mieux comprendre ce bassin, ah oui, alors je vous ai pas dit, vous voyez que ce bassin, on en a fait des traits, et là, on a dessiné en rouge toute une petite série de petits carrés qu'on voit assez bien sur la carte géophysique et qu'on avait interprété en première intention un système de vannes pour réguler les débits entrants dans le bassin. Donc, on a ouvert une tranchée. Vous voyez, une fois que tout a été bien cartographié, conceptualisé, on a ouvert une tranchée sur ce supposé système de vannes. Et bah, ce n'est pas vraiment des vannes qui sont apparues, c'est une énorme, imposante infrastructure hydraulique. Donc, on a pu ouvrir qu'une tranchée en 2019 de 8 mètres sur 4 à peu près sur cet ensemble. Et ce qui a été mis au jour, vous voyez, c'est les soubassements assez imposants d'une structure. Donc là, pour vous donner une idée, c'est des massifs maçonnés de à peu près 8 mètres de long, 6 mètres de long, pardon, sur 8 mètres de large. On en a à la largeur grâce à la géophysique. Vous voyez, avec des parements de pierre assez bien dressés ici, là, sur les extérieurs, et un blocage de pierre et de mortier de terre. Et donc, entre chacun de ces massifs, des conduites, voilà, à travers lesquelles pouvait circuler l'eau. Vous avez ici le dessin, le schéma interprétatif avec l'eau qui venait de l'amont qui pouvait circuler. Un petit zoom sur ce qu'on a retrouvé dans une de ces conduites. Vous voyez des éléments assez inédits pour l'époque, même tout à fait inédits pour l'époque, des grands arcs en terre cuite qui font tout de même 1,20 m, donc c'est en céramique, en terre cuite, 1,20 m, donc en partie fracturé, on en a trouvé 6. On s'est pas mal creusé la tête pour comprendre la fonction de ces objets. Et on a retrouvé, c'est très probablement des supports de couverture de toit pour des arcs de support de voûtes d'ogives. On en a des exemples à Persépolis, dans un rempart d'époque achéménide à l'est de la terrasse, mais ici, c'était des arcs en terre crue. Et on a des exemples en brique cuite, en terre cuite, pardon, en céramique, beaucoup plus tardifs de l'époque parthe sur le site de Chéricoumis, l'ancienne Hécatopolis, au nord-est de l'Iran. Donc très probablement des éléments de la Bonjour Arnaud, couverture je suis au-dessus désolé de de te ces déranger. conduites. Donc de tout ça, on Je a fait cette voulais proposition voir de avec toi restitution du comment système de vannes, qui n'est plus un organiser et système de mettre vannes, mais probablement un un peu pont-barrage en l'ordre du fait. jour Voilà. Je vais revenir de sur notre la notion de réunion barrage du par la suite. matin Mais vous du voyez, 11 un ouvrage décembre. hydraulique massif, pas du tout, enfin, c'est pas un simple système de vannes comme on peut voir dans les mares qu'on voit Euh, quand on visite une abbaye ou voilà. Avec Non, non, on est sur un ouvrage hydraulique imposant, alors, d'abord, probablement un pont barrage qui permettait aussi, remettre avec un cet tout petit autre peu pont dans la tête ici, de chacun. hop, d'accéder au jardin. Donc un deuxième accès au jardin. Et vous voyez, avec des massifs, les massifs dont on a mis au jour une partie, vous avez la section fouillée ici, avec des voûtes de plein cintre et une élévation, on ne sait pas, en bois, en terre, par-dessus. Et alors, mais pourquoi construire un ouvrage hydraulique aussi imposant ben, à cet endroit-là pour réguler de l'eau dans un bassin qu'on a supposé être ornemental, c'est parce que aussi probablement que ce bassin servait à drainer, à retenir l'eau lors des périodes d'inondation. Je vous ai introduit ces quelques diapos là sur ces fouilles par le fait que ce bassin était installé sur un ancien chenal connecté à la rivière. Il est très probable, alors plus maintenant, mais il est très probable qu'à l'époque, le débit de la rivière était plus important
et que le site était régulièrement inondé, donc ce chenal était probablement très régulièrement réactivé. Pour protéger le jardin royal, vous voyez que le palais S, étonnamment, il a été construit dans l'axe et même en partie sur ce chenal d'inondation. Donc si on ne veut pas qu'il soit inondé régulièrement, la construction de ce bassin, de ce grand pont barrage, s'explique aussi par la nécessité de détourner l'eau. Hop, c'est les flèches que j'ai mises ici. Hop, du jardin royal pour ensuite la renvoyer dans le chenal par la suite. Donc aussi, c'est très probablement un très vaste ouvrage hydraulique. Ce que je veux vous montrer aussi par là, c'est que derrière ce jardin, vous voyez l'intense travail d'aménagement, de reconfiguration en fait, qui a été fait à Passargade pour installer le jardin, mais aussi le parc tout autour. Voilà. Donc c'est vraiment ces jardins, ces ensembles monumentaux, et ici à Passargade avec le jardin au centre, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut imaginer certainement des ingénieurs aussi derrière, hydrauliciens, vraiment énormément de travail pour construire ça, des mètres cubes de terrain. Voilà. Et donc, on a aussi un exemple ici, c'est vraiment d'un projet d'ampleur pour ce jardin. Je remets rapidement, donc ça c'est la carte. Vous voyez que par rapport à la carte de Stronach, on a réussi à la remplir, à la carte que je vous ai montrée au début, qui était pleine de vide. Eh bien, vous voyez qu'on a quand même réussi à remplir malgré tout, même si on a beaucoup de choses qui ont été détruites par l'agriculture. Entre autres, vous voyez qu'ici, mais ça, je vais en reparler sur Persépolis, ces taches rouges, en fait, c'est des probables zones d'habitation, de maisons, dont on n'a plus du tout la trace, mais qu'on arrive à détecter encore par la présence de céramique. Je vous en reparlerai par la suite assez rapidement, parce que, ah oui, il faut finir à quelle heure, Stéphane? Donc voilà, mais, vous voyez que là, vous n'avez aucune trace de construction parce que tout a été détruit par les travaux agricoles. Ici, on a beaucoup de maisons, je ne reviendrai pas dessus, c'est une autre partie de l'histoire de Passargade qui se passe ici à l'époque hellénistique et ici à l'époque médiévale. En fait, la fondation de Passargade a été aussi le point de départ d'une histoire longue en fait, du site. Voilà. Pour la période achéménide, c'est comme ça qu'on restitue les choses à Passargade, un très grand parc de 2 km qui intègre l'ensemble des éléments des bâtiments royaux achéménides depuis la tombe de Cyrus. Vous voyez qu'il n'y a rien retrouvé en géophysique, j'ai rien dessiné parce que plus on s'approche du village moderne ici, plus on va dire le terrain a été bouleversé, détruit. Mais pour la tombe de Cyrus, on a des attestations d'auteurs grecs, d'auteurs en grec, qui nous disent que la tombe était dans un paradis. Donc on suppose quand même que ce grand parc s'étendait jusqu'à la tombe de Cyrus pour l'intégrer. Et vers l'est, donc, le reste du site qui s'étendait, voilà, qui se distribuait de façon polynucléaire, des zones d'habitation, probablement d'ateliers. On a retrouvé peut-être des fours ici dont on ne connaît pas la fonction. Je vous reparlerai de ça ensuite avec Persépolis. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette restitution que je vous ai mis sur la première diapo là, de titre de ma présentation. Voilà, c'est comme ça qu'on voit à peu près les choses maintenant à Passin-Garde, le jardin royal, ce grand bassin qui a été détecté en géophysique, les habitations, on va dire le commun qui est renvoyé autour, à l'est, probablement aussi à l'ouest. On a mis un petit village de tentes, essayer de représenter un village de tentes pour rappeler aussi que probablement le grand roi, avec son village de tentes, le grand roi Achéménide, venait résider autour du jardin dans le parc de Passargade régulièrement, le jardin royal. Et ici, vous voyez ce parcellaire qu'on a réussi à détecter en géophysique, qu'on a rempli de cultures, parce que ça va être la suite de ma présentation. C'est que ces grands domaines, ces grands parcs royaux étaient aussi avant tout des unités de production, en fait. Voilà, c'est ça, c'était aussi des grands domaines agricoles. Donc ça va être la suite de ma présentation. Je vais essayer d'aller plus vite pour qu'on me laisse J'ai encore un quart d'heure, tu m'as dit? Ouais, ouais, pour ensuite qu'on ait quand même le temps que vous posiez des questions.
Persépolis. Assez rapidement, on est sur d'un point de vue de la superficie, de l'ampleur, sur des dimensions, une échelle encore plus grande en fait qu'à Passargade. Si on prend la terrasse que je vous ai déjà montrée, qui est ici, et la nécropole de Narché-Roustam qui est là, et qui sont tous les deux, on va dire qu'on peut considérer comme dessinant l'enveloppe de Persépolis, il y a 6 kilomètres. À cela s'est ajouté, grâce à des travaux d'archéologues qui ont été effectués jusqu'à les années 60, jusqu'à la Révolution, jusqu'aux années 80, vous voyez, des zones assurées. Ici, je reparlerai plus de celle-ci, ici, jusqu'à 3 à 4 kilomètres à l'ouest. C'est des zones où on a repéré des restes d'occupation achéménide, des sites ou aussi d'autres ensembles palatiaux, essentiellement ici, à Bari-Firouz. Et donc, probablement, un projet d'aménagement aussi sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Je vais m'intéresser à Persépolis Nord-Ouest, ici, située à 1 kilomètre de la terrasse. Ici, c'est une carte publiée dans les années 80 par un archéologue américain, William Sumner, qui a prospecté l'ensemble de la plaine dans les années 60 et qui a effectué une cartographie des sites archéologiques. Et vous voyez ici, vous retrouvez la terrasse de Persépolis. Et là, sur cette zone, toute une zone de petites collines, on appelle ça des TP, qui sont les restes érodés des constructions en briques crues et qui ont formé des petites collines qui restent sous la forme de relief comme ça. Donc c'est un élément du paysage archéologique très commun en Orient, dans tout l'Orient, en Mésopotamie et sur le plateau iranien. Donc, vous voyez un ensemble de petits épées qui s'étendaient, il nous dit à l'époque, sur 80 hectares à peu près, et qui étaient couverts de céramique qu'il a réussi, de poterie, de restes de poterie, qu'il avait réussi à identifier comme étant plus ou moins achéménides. Et donc, il avait fait la supposition que dans cette zone se trouvait la ville commune, si vous voulez, associée à la terrasse et au complexe royal de la terrasse de Persépolis. J'ai redessiné ici le contour de quelques-uns de ces petits épées sur une photo aérienne actuelle pour vous convaincre que tout a disparu. Voilà, à cause de l'agriculture, vous voyez, ce paysage archéologique de petits reliefs, de petites épées a complètement disparu sous les effets d'une agriculture très intensive. On a quand même fait à nouveau de la géophysique et vous voyez qu'on retrouve quand même quelque chose qui vous rappelle Passargade, c'est-à-dire ces lignes, vous voyez, c'est ce quadrillage de lignes, voilà, qui dessine à nouveau un parcellaire orthogonal à l'ouest de Persépolis. Vous avez la situation, je vous ai mis des cartes de situation en dessous, là, vous avez la terrasse et on est ici, vous voyez, à la limite de est de Persépolis, ouest. Autre élément intéressant, je l'ai évoqué rapidement avec Passargade. Vous voyez, ça c'est une carte ici de la céramique, des tessons de poterie, des petits fragments de poterie qu'on a comptés en fait et dont on a fait une carte de densité. Vous voyez ici, on a une relativement forte densité de poterie, si je retrouve ma flèche ici en rouge, qui se superpose aussi à une zone où en géophysique, vous voyez, il y a plus de bruit, il y a un peu plus de magnétisme en fait. Je ne vais pas vous détailler le pourquoi du comment, mais globalement, ce type de réponse sur une carte magnétique, c'est-à-dire une augmentation ou une valeur du magnétisme des sols un peu plus forte, c'est souvent un signe d'anthropisation, c'est-à-dire d'action de l'homme ou d'occupation humaine ancienne. Voilà. Et vous voyez que les deux se superposent parfaitement. Donc probablement qu'ici, on avait une zone construite d'habitat, mais dont on ne voit plus rien, si ce n'est un embrouillamini d'anomalies magnétiques, parce que tout a été labouré, retourné par les tracteurs. Et ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que cette zone de construction, on va dire, ou d'habitation, de vie, où il y a de la concentration de matériel archéologique, vous voyez qu'elle est entourée aussi de zones où il y a zéro matériel archéologique. On peut faire des kilomètres ici sans voir une seule céramique ou une seule preuve de vie, si vous voulez, des populations anciennes. Il y a eu des fouilles par des collègues italiens, irano-italiens, une mission irano-italienne sur la base de ces résultats. Ils ont retrouvé, vous voyez,
ce qu'on retrouve voilà, sous la couche de labour, hein, qui fait à peu près 60 centimètres. C'est vraiment des fonds de fossés, il faut me croire. Il y a un fossé ici qui a été daté de l'époque achéménide grâce à des charbons. Donc voilà, un réseau en verre de fossés qui entoure et aussi, on va dire, croise ou intègre, enfin, voilà, dessert ou draine des zones d'occupation. Et on retrouve ça, hop, à nouveau, là, on était ici, maintenant on se retrouve ici, donc 1 kilomètre plus à l'ouest, hein, et on retrouve ça sur plusieurs kilomètres à l'ouest de la terrasse de Persépolis, ce réseau de fossés et ces zones d'occupation où on ne voit plus rien, si ce n'est un plus fort magnétisme et de la céramique. Ici, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais on a pu déterminer aussi, à nouveau grâce à des fouilles sur un tout petit morceau de TP, donc de ces collines archéologiques encore préservées, les restes d'un four. Donc on avait probablement ici toute une zone artisanale. Tout ça est toujours daté de l'époque achéménide, donc contemporaine de la terrasse. Et voilà, donc ce qu'on a pu retracer de la même manière qu'à Passargade, vous voyez, à l'ouest de la terrasse de Persépolis, la terrasse est ici, vous les Mizna, là, voilà. Donc c'est le grand rectangle rouge, trouve ici. Un réseau de fossés qui intègre ici des zones supposément construites, occupées, voilà, en rouge, et des zones non construites, qu'on va dire vides, vides de construction, en tout cas, voilà, entre ces différents pôles d'occupation ou secteurs d'occupation et habitat. Donc, très probablement qu'à Persépolis, donc là, pareil aussi, à Persépolis, on a quand même quelques données des textes classiques qui nous disent que Persépolis est entouré ou est dans un paradis. Donc, il faut peut-être restituer, et très probablement restituer, dans ces zones non construites, bah, aussi des vergers, des jardins, des parcs, voilà, irrigués, drainés par ces réseaux de fossés. Et alors là, irrigué par ce réseau de fossés, on va étendre un peu l'échelle. Vous voyez, là, je me mets à l'échelle micro-régionale de Persépolis. Vous retrouvez ici la terrasse, notre réseau de fossés ici qui a été cartographié en géophysique. Et ici, grâce à des prospections, des relevés topographiques, on a pu relever différentes sections d'un canal. Vous avez ici un exemple d'une section taillée dans la roche de ce canal qu'on peut suivre sur à peu près 5 à 6 km le long de la montagne. Hein, vous voyez, la montagne au pied de laquelle la terrasse a été construite, qu'on perd ici, mais qui probablement se poursuivait soit pour aller prendre de l'eau dans le boulevard, soit sur ce complexe de sources ici qui se trouve à une douzaine de kilomètres de la terrasse royale pour alimenter et la terrasse et ce réseau de fossés. Voilà. Donc pareil, je vous ai un peu élargi l'échelle pour aussi vous montrer qu'à Persépolis, on est vraiment aussi dans un projet à l'échelle régionale dans lequel s'intègre Persépolis, ce réseau de fossés, les occupations, voilà, un projet d'ampleur conçu aussi pour une mise en valeur et du territoire, une exploitation du territoire de Persépolis. Très intéressant aussi à Persepolis, c'est qu'on a des données épigraphiques qui vont nous renseigner sur qu'est-ce qu'on plantait à l'intérieur de ces zones de vide, de ces zones non construites. Rapidement, les fouilles à Persépolis dans les années 30 ont mis au jour plusieurs lots d'archives. Le plus important étant celui des fortifications, retrouvé ici au nord de la terrasse, avec plusieurs dizaines de milliers de tablettes ou de fragments de tablettes inscrites en cunéiforme et en langue élamite. Un deuxième lot a été mis à jour de quelques centaines ici dans le bâtiment de la trésorerie. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui des fortifications, qui est une archive produite par l'administration satrapique en fait, de la province de Perse, qui était ici active à Persépolis. Rappelez-vous que Persépolis, Passariade, Persépolis surtout, était aussi la capitale hein, de la province de Perse. Ces archives enregistrent essentiellement la gestion, on va dire, des domaines royaux et on va dire l'entrée et la sortie de production
agricoles depuis les domaines royaux dans les réserves royales et leur répartition à tous les agents dépendants ou semi-dépendants de cette administration. Donc en gros, des payes aux ouvriers ou aux fonctionnaires qui travaillaient pour l'administration. Et parmi ces tablettes, ces registres, hein, c'est des tablettes comptables administratives, un collègue épigraphiste, Wouter Enkelmann, a récemment publié des tablettes très très intéressantes qui enregistrent la fourniture, la livraison, pardon, de plusieurs milliers d'arbres dans des domaines royaux pour qu'ils soient plantés, pour planter des vergers en fait. Et cette tablette enregistre, vous voyez, ici vous avez, donc là on est sur la tablette 01901, n'est-ce pas? 01901. Voilà, 85 arbres de prunes. Alors là, vous voyez tout le problème, tous les points d'interrogation qu'il y a sur les espèces d'arbres, c'est-à-dire que l'élamite n'est pas encore complètement traduit. Il y a encore beaucoup de termes en élamite qu'on a du mal à traduire. Vous avez beaucoup de pommes, par exemple, 1200 ici, 176 des pommiers, des figuiers, des poiriers, voilà, par milliers qui ont été commandés, livrés à des domaines royaux. Ces domaines royaux, dans ces tablettes, sont désignés par le terme partétache. Vous vous souvenez de ma troisième diapo, je vous ai dit que partétache, c'était la même racine que paradis, en fait, pour la langue élamite. Voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'il faut retranscrire, pardon, restituer à Passargade. Alors, Passargade, dans ces tablettes, pas celle-ci, mais d'autres, est aussi désigné, on a hein, l'attestation du toponyme Passargade en élamite dans ces tablettes, et elle est désignée aussi par le terme de partétache. Et vous voyez, dans ce cadre administratif, Passargade, c'est pas du tout vu comme la ville du grand Cyrus, le premier des grands rois. C'est vu comme une unité de production parmi les autres. Voilà, le parc de Passargade, dont je vous ai montré une possible restitution par nous-mêmes, voilà, qui était aussi dans ce réseau administratif euh, une unité de production, de récolte, de stockage aussi, des productions agricoles gérées par l'administration satrapique. Passargade apparaît aussi parce qu'on envoie des denrées à Passargade pour les rites qui sont régulièrement donnés à Cyrus. Donc on a aussi ces deux aspects. Mais c'est aussi un domaine de production. Ici, tous les domaines dans lesquels on a livré ces arbres pour être plantés sont situés à Parsa. Parsa, qui est le toponyme perse pour dire Persépolis. Persépolis, c'est le toponyme donné par les Grecs hein, au moment d'Alexandre. Mais il est désigné sous le terme de Parsa. Donc, toutes ces plantations sont à Parsa, à Persépolis. Donc, je vous dis, elles sont probablement là, la zone de Persépolis. Voilà. Et si on élargit pour finir, et après je pense qu'on passera aux questions, si on élargit, ces données archéologiques, ces données épigraphiques font complètement écho aussi à des données palynologiques cette fois-ci. Là, on tombe dans les sciences naturelles et la biologie, voilà, obtenues par des paléobotanistes qui sont allés étudier les archives sédimentaires de lacs qui se situent, vous voyez, un peu plus loin, un peu plus au sud de Persépolis-Passargade, à l'ouest de la province du Phare. Et alors vous savez, les pollens peuvent se conserver très longtemps, en particulier en milieu humide, donc en milieu lacustre. Et dans les milieux lacustres, vous avez, c'est des pièges à sédiments, donc chaque année ou régulièrement, ils vont piéger des sédiments dans lesquels il y a des pollens. Les pollens pouvant aussi se déposer, circulant dans l'atmosphère, peuvent aussi se déposer dans les lacs. Et tout ça est piégé dans ce qu'on appelle des archives sédimentaires lacustres. Et on peut remonter comme ça dans le temps en faisant des carottages, retrouver les pollens dans les sédiments et arriver ainsi à avoir une image, on va dire, de la végétation autour des lacs.
Et dans ces deux lacs ont été détectés des pics d'arboriculture avec de l'olivier, par exemple, ici, plus au sud. Donc, ce qui n'est pas étonnant, plus on va au sud, plus il fait chaud, plus on sort de ce milieu montagnard où quand même l'olivier, on en a vu hein, de l'olivier dans la tablette là, de comptage des arbres, mais plus on va au sud, plus il y aura de l'olivier. Et ici, au sud de Persépolis, vers Chiraz, donc la capitale actuelle de la Perse, un développement de la culture du noyer à partir de la période achéménide. Donc vous voyez aussi, alors là c'est vraiment incroyable parce que ces données paléobotaniques qui nous disent qu'il y a alors il n'y a pas un pic d'arboriculture, il y a un début d'une arboriculture intensive à l'époque achéménide. Les pics arrivent d'ailleurs, les vrais pics, où là il y a énormément d'arboriculture, c'est à l'époque sassanide, le deuxième empire perse, qui date du deuxième, sixième. Mais ça commence à l'époque achéménide, et vous voyez que ça répond parfaitement à cette tablette que je vous ai montrée, où on a un investissement important de l'administration sur le développement de l'arboriculture à Persépolis, dans ces zones probablement laissées libres autour de Persépolis. Et j'avais encore quelques diapos pour vous montrer qu'on avait d'autres exemples de ces possibles domaines royaux de production en Perse, mais on va peut-être s'arrêter là pour faire place aux questions. Donc voilà, donc pour finir sur ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut replacer, en fait, ça a été un peu mon propos, je vous ai peut-être pas trop parlé de jardin en termes physiques, vraiment, ou iconographiques ou autres. Et je pense que ça n'enlève rien à l'aspect symbolique de ces jardins, hein. Je vous l'ai dit à Passargade, à Persépolis, des environnements, on va dire, luxuriants. Une démonstration aussi du pouvoir du grand roi à créer la vie à créer la vie ou par exemple, dans les textes littéraires, on a beaucoup d'attestations que, d'ailleurs aussi en Mésopotamie, avant la période achéménide, que le roi se dépeint en roi jardinier. Voilà, celui qui fait jaillir la vie, en fait, dans des espaces assez austères, montagnards, ici en l'occurrence. Donc il y a cet aspect symbolique du jardin, mais aussi il faut replacer ces jardins comme des unités de production dans un projet beaucoup plus global, c'est ce que j'essaye de vous montrer ici, vu à l'échelle régionale, de mise en valeur et de production, de développement de la production agricole, qui va être le carburant en fait de l'économie à l'époque, hein. Là, alors, on n'a pas de circulation monétaire encore dans la région à l'époque, et donc, eh ben, produire, c'est aussi pouvoir payer des armées, payer des fonctionnaires, voilà, en nature. Et c'est ce qu'enregistrent toutes les tablettes de Persépolis. Donc c'est aussi d'un point de vue archéologique qu'il faut aussi voir ces jardins et paradis persans comme vraiment des éléments de cette mise en valeur du territoire. Voilà, j'ai fini. De rien.